Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Laure Nouala, vous êtes journaliste, réalisatrice et autrice de Comment rester écolo sans finir dépressif. Vous avez travaillé pendant 15 ans au journal Libération sur des questions de l'environnement. Vous contribuez à la revue Hydrasil, au mensuel Ciné. Vous avez aussi co-signé les films Après-demain avec Cyril Dion, PMA, Le meilleur des mondes avec Jean Crépu. Vous dites que vous relativisez votre enfance difficile au regard de la fin du monde imminente. Et en attendant, vous sévissez avec Bridget Kyoto sur YouTube. Bref, l'écologie est un thème que vous recyclez à merveille et que pour nous, un ou une véritable écologiste est forcément dépressif, non parce que la fin du monde est proche, mais à cause du chemin pour y arriver. Laure Nouala, bonjour. Bonjour, j'adore. C'est quoi cette enfance difficile que... Je ne sais pas, il faudra relire les quelques pages là-dessus, où en introduction, vous dites que vous avez été martyrisé de manière insupportable, avec des crises écologistes terribles. En quoi Tchernobyl a été pour vous un facteur déclenchant pour votre prise de conscience écologique ? Tchernobyl, j'y vais en 2003 pour la première fois pour le compte du journal, alors que ça ne se fait pas vraiment d'aller 17 ans après une catastrophe. Il n'y a pas d'anniversaire. En général, on fait un anniversaire les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans. On vient de faire le 11 septembre. Vraiment, c'est quoi cette idée saugrenue d'aller à Tchernobyl en 2003 ? Mais j'y vais, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a un voyage organisé dans les zones contaminées pour voir comment finalement, qui est organisé un peu par un consortium qui s'appelle CORE. Et dans ce consortium, il y a Areva, EDF, enfin les écologistes les créateurs et les exploitants de l'énergie nucléaire qui, en fait, on travaille aussi avec des psychologues, des sociologues. Et ils organisent, donc dans cette association qui s'appelle CORE, ils organisent un voyage en territoire contaminé pour nous montrer qu'en réalité, on peut très bien s'accommoder de cette pollution invisible. Il suffit, par exemple, je ne sais pas, quand on va... vous savez, là-bas, c'était encore des paysans, pas mal dans ces coins-là. Donc, quand vous avez une vache, vous tirez son lait, vous amenez le lait à mesurer auprès de personnes qui sont là avec des spectrogammamètres. Et si vous n'avez pas de césium ou moins de césium que temps prévu, je crois que c'est 1000 becquerels le litre, vous pouvez le boire. Vous allez ramasser les myrtilles, vous allez à la chasse, vous ramassez du gibier. Pareil, il faut aller faire mesurer tout ça. Et en fait, en réalité, c'est ça, ce qu'ils appellent, on peut très bien vivre en territoire contaminé. On s'habitue et on négocie en fait avec la pollution qui, elle, est là de toute façon. Donc ça, moi, ça m'a complètement retourné le bide et le cerveau. C'était en fait le démarrage d'une forme de greenwashing, de nuclear washing. En gros, une catastrophe n'est pas grave dans la mesure où on peut vivre avec un territoire contaminé. On n'est pas obligé de déclencher 1500 cancers. C'est ce qui s'est reproduit en plus à Fukushima, puisque à Fukushima, au Japon, vous le savez peut-être, bien sûr, il y a 58 réacteurs. C'est le deuxième pays le plus nucléarisé au monde. Et à Fukushima, au Japon en tout cas, les taux de présence de becquerels, de césium-137, etc., dans le lait, dans les produits autour des centrales, a toujours été de 0. Et c'est 0. Si vous êtes au-dessus de 0, le produit est déclaré non conforme pour la vente. Et en réalité, après Fukushima, ils sont passés à 1000 becquerels le litre, 1500 becquerels. Voilà, donc on s'accommode en fait de ces pollutions-là. Et pour moi, c'était ça le monde moderne à travers le prisme du nucléaire, qui pour moi est une histoire extraordinaire nucléaire, parce que c'est l'État dans l'État, c'est l'industrie qui nous fournit tout le confort électrique qu'on ne voit même plus, qui crée des déchets pour les générations futures, mais même les générations futures, je les appelle, pour des millénaires, on ne sait pas comment traiter, catastrophe, on ne sait pas décontaminer, on n'a plus qu'à attendre, on vit avec. Voilà, et ça prend des financements phénoménaux. Voilà, donc je ne suis pas contre le nucléaire, c'est juste je ne suis pas pour, quoi. Je ne comprends pas logiquement comment on peut être pour. À quelques becquerels près, tout va bien. Donc ça a été une vraie plongée dans l'écologie par la technologie nucléaire, que j'adore en plus, qu'en plus c'est un truc qu'il ne faut vraiment pas laisser aux hommes ou aux techniciens
Donc, ils sont très péremptoires, enfin, très imbus d'eux-mêmes dans ce monde-là. Et c'est bien d'arriver à poser des questions bien débiles, de faire bien la débile, mais en réalité de bien comprendre de quoi ils retournent et de comprendre comment ils nous parlent, ils vulgarisent et ils nous parlent vraiment comme à des idiotes ou des idiots. Et ça, c'est délicieux en plus de jouer au con, quoi. Enfin, c'est un peu le but du journalisme, hein, c'est tu poses des questions cons pour avoir des réponses complexes. Voilà. Je vais essayer de voir si elles sont cons, mes questions. Solastalgie, collapsologie, effondring, voilà des mots qui sonnent bon la Startup Nation. Vous parlez d'éco-anxiété, qui est une véritable anxiété liée au changement climatique et aux dégradations environnementales. Votre livre est-il un moyen pour faire reconnaître l'écolo-dépression comme maladie professionnelle? Alors, je pense que ça peut être une maladie professionnelle. Alors, dans quelques organismes, je pense qu'un climatologue du GIEC, il a le droit de prendre un arrêt maladie, je crois, depuis 20 ans depuis 1988, qu'ils essayent de nous alerter. Voilà, les scientifiques qui travaillent dans le climat en général, les militants des ONG écolos, franchement, on pourrait leur décerner des médailles de l'EcoDep, et puis les journalistes environnementaux qui ont eu la tête dedans, qui l'ont pris comme moi à bras le corps et le cœur. Voilà, donc en revanche, là où je suis particulièrement... En fait, le mot solastalgie, vous connaissez l'histoire, c'est Glenn Albrecht, un chercheur australien qui a trouvé ce mot avec sa femme pour définir cet état de tristesse, de mélancolie profonde liée à un territoire ou un changement de paysage. C'est-à-dire un territoire qui changerait parce qu'il y aurait une modernisation, une industrialisation, etc. Donc lui, il est dans la partie sud de l'Australie et ils ont un paysage extraordinaire et s'est installé une usine de fer ou de nickel, je ne sais plus, un truc extractiviste. Donc de toute façon, leur paysage est devenu une succession de grandes cavités, de camions qui passent, d'autoroutes avec des camions chargés de ces matériaux. Ils n'ont plus reconnu les lieux de leurs enfances respectives. Ils n'ont plus connu aussi l'économie liée à tout ça. Enfin, ils ont vu des villes pousser et voilà, ça les rendait éminemment tristes. C'est ce qui désigne également ce que peut ressentir un Inuit quand il voit que ça fond, que les mers sont pas reprises de glace l'hiver, en tout cas moins longtemps. C'est quand votre environnement change et c'est quelque chose... Je pense que n'importe qui ici retourne sur les lieux de son enfance, ne retrouve pas le paysage de son enfance, les fleurs de son enfance, mais c'est valable pour nous tous, quoi, en réalité. Il y a très peu de lieux sanctuarisés. Donc, c'est ce sentiment très, très fort qui commence à irriguer. Il l'a inventé en 2003, ce terme. Et 2003, c'est la naissance de Greta Thunberg. Elle a l'âge de la solastalgie, c'est mignon, non? Enfin, c'est mignon, toutes choses égales, par ailleurs. Et bon, vous avez entendu tous parler de cette étude qui a été publiée dans The Lancet il y a une dizaine de jours. L'ONG Havas a demandé à des sociologues de différentes universités britanniques, etc., d'interviewer 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, sans leur donner les motifs de l'étude, mais en leur posant plein de questions. Et il s'avère que 75% d'entre eux qualifient l'avenir d'effrayant. Un tiers d'entre eux annoncent ne pas vouloir faire d'enfants. Bon, ils ont entre 16 et 25 ans, donc ils ont encore le temps de changer d'avis, mais c'est énorme, un tiers, un enfant, enfin un ado sur 3. Et c'est pas une étude qui a été faite... Et puis, ils expliquent aussi, 1 sur 2 considère que l'espèce humaine est condamnée à très court terme, enfin à moyen terme, c'est-à-dire d'ici à la fin du siècle, un truc terrifiant aussi. Et en fait... l'éco-anxiété, elle se répand maintenant, voilà. Et surtout chez les générations futures qui, elles, vont se prendre de plein fouet ce que nous, on constate et ce que nous, on alimente et on partage en savoir, etc. Et les projections, en plus, sont de plus en plus proches de nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on met dans... Moi, je me rappelle, quand j'écrivais des papiers, je disais, toutes les COP, etc., toutes les négociations se faisaient, vous savez, les conférences climatiques de l'ONU, toutes les négociations se faisaient à horizon 2050. Et je me disais, mais 2050, c'est loin. Enfin, je sais pas, j'aurais 87 ans ou 97 ans, j'en sais rien, je sais plus. Mais pour moi, c'était loin, Mais en fait, en réalité, c'est là. Et tout ce qu'ils avaient projeté pour 2050, ils se rendent compte que l'Antarctique fond 4 fois plus vite, donc c'est plutôt 2040. Ils se rendent compte que il y a déjà un effet d'emballement qui fait que les horizons lointains deviennent très proches. Tchernobyl,
Fukushima, la fonte des glaces, les tsunamis, tempêtes, ouragans, incendies. Y a-t-il vraiment de quoi supprimer les pailles dans les McDo? On n'est pas simplement à côté de la plaque, mais est-ce vraiment déprimant tout ça? La fin de l'humanité. Alors, Yves Pacalet avait écrit un super livre qui s'appelait « L'humanité disparaîtra ». Bon débarras. Il est donc misanthrope, connu et reconnu. Et en réalité, est-ce que c'est déprimant tout ça? Je ne sais pas ce que j'aime, mais moi j'ai un lien à l'humain qui fait que oui, je trouve ça super déprimant. J'ai même pas fait d'enfant, donc je peux même vous dire que je ne sais pas pourquoi je me fais chier à me déprimer pour les générations futures qui ne me concernent pas. Mais en réalité, il y a un lien intergénérationnel de ceux qui me précèdent, une responsabilité vis-à-vis de la 133e petite Lornouala qui devait souffler sur les feux, sur les braises d'un feu dans une grotte pendant le néolithique, et la 333e Lornouala d'après. Bah, elle, je ne sais pas si elle existera, enfin, métaphoriquement parlant. Je ne sais pas. Et imaginez votre ancêtre dans 10 000 ans, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il y a un exercice qui fait vachement bien en ce moment, c'est de faire des marches du temps profond. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des marches du temps profond. C'est-à-dire qu'en gros, on part de la naissance de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années. On marche sur 4,6 kilomètres. Chaque pas que vous faites fait 1 million d'années. D'accord? Donc, vous avez 21 étapes. C'est un truc qui a été développé dans le Schumacher College. Schumacher, lui, il s'est pris un... Pardon. Il s'est pris un rocher sur une piste de ski à Méribel. Vraiment, le mec a fait de la F1 toute sa vie. Mais là, on change de sujet. Ouais, non, c'est comme Donc, le Schumacher College en Angleterre qui travaille beaucoup sur les questions de transition et notamment transition intérieure. Donc, a développé cette marche. Et cette marche de 4,6 km, vous la faites donc en silence. Et durant 21 étapes, vous redéfinissez, vous revoyagez dans ce temps de la supernova, des origines, quand la Terre est percutée par une comète, elle s'appelle Theia à l'époque et ça devient la Lune. Quand il y a la grande oxydation, donc cette Terre a été recouverte d'amibes pendant plus de 2 milliards d'années. Enfin, voilà. Il y a eu des températures à la surface du sol de 80 degrés. Quand il y a eu la grande oxydation, ça y est, enfin, les amibes ont pu se développer un peu plus. Puis après, il y a eu la photosynthèse. Puis après... Et vous arrivez, par exemple, dans les 7 derniers mètres, c'est donc les 7 derniers millions d'années. C'est tout maille, quoi, 7 millions d'années, quoi. Et donc, vous arrivez, enfin, je veux dire, c'est à 0,2 mm que Jésus change l'eau en vin, par exemple, quoi. Donc en fait, on est vraiment que dalle. Et en fait, quand vous arrivez à la fin de cette marche, qui dure 3 heures, 3 heures et demie, vous êtes effaré, un peu écrasé par notre ridicule nano-importance, alors qu'on est tous avec des vies très importantes, très riches, avec des ancêtres qui nous précèdent. Je parlais d'il y a 10 000 ans. 10 000 ans, ça ne tire même pas sur la fin des centimètres. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se rendre compte que quand on fait un pas de plus, après l'arrivée, on est incapable d'avoir une projection du futur. Et je ne sais pas si nos ancêtres d'il y a 10 000 ans s'imaginaient comment nous serions 10 000 ans plus tard, s'ils avaient d'ailleurs ne serait-ce que la notion d'un temps long ou d'un temps profond. Voilà, tout ça est passionnant et ça relativise pas mal. Donc pour répondre à la question, cher Stéphane, non, c'est pas grave en fait. Bon, nous voilà rassurés, je pense. C'est pas grave, nous allons tous mourir. Cela ne nous empêche pas de vivre intensément nos existences en aimant, en riant, en travaillant, non ? Non. Ça ne nous empêche pas de vivre. Peut-être pas, mais c'est pas mourir qui nous inquiète. C'est souffrir de mourir. Ah, alors la souffrance, ouais. Bon, effectivement. Mais là, la question de la destinée de l'espèce humaine qui serait un peu funeste, finalement, c'est dans l'ordre des choses. Je regrette juste qu'on n'ait pas pu prendre les mesures qui auraient pu l'empêcher quand il était temps. D'ailleurs, rebondissons sur les échelles de temps. Là, des millions de militants n'ont pas réussi à faire ce qu'a provoqué un tout petit virus de 100 nanomètres, c'est-à-dire arrêter la planète pendant un instant. Un laps de temps très très court, une vraie respiration pour la planète. Peut-on faire mieux? Sans mort, évidemment. Redites-moi la question, cher Stéphane. Est-ce qu'on peut faire mieux qu'un virus de 15 nanomètres Surtout d'arrêter le temps de manière aussi courte, finalement, sur 2 ans. Mais ça a donné une petite respiration à la planète. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire mieux? Une respiration plus longue. Vous connaissez la blague d'Hubert Reeves quand il démarre ses conférences? Quand il démarrait ses conférences, ou qu'il en donne un peu moins maintenant, il démarrait avec cette blague, c'est une petite planète blanche qui rencontre une petite planète bleue, puis la petite planète bleue est là,
Je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. À pleine et blanche, je lui dis, ouais, raconte, c'est quoi tes symptômes? Je sais pas, j'ai chaud, je crève de chaud, je me sens lourd. Elle la regarde d'une pôle Nord au pôle Sud et elle lui dit, mais je sais ce que t'as, c'est l'humanité. T'inquiète pas, je l'ai eu aussi et ça part tout seul. Donc, voilà. C'est bien aussi. Voilà. ça nous met pas mal dans la... Ça part tout seul. Ouais, pas mal. Et est-ce qu'on peut faire mieux? En fait, ce qui est intéressant aussi de voir avec ce qui s'est passé d'un point de vue purement factuel avec ce virus, il y a eu 3 époques, 3 dates, 3 années. Depuis, allez, je vais vous aider un peu, vous allez m'aider à les trouver. 3 années durant lesquelles, sur les 30 dernières années, il y a eu 3 années, donnez-moi les dates, où les émissions de CO2 ont baissé. Il y avait 2020, oui. 2020, voilà, moins 8% de gaz à effet de serre sur le mois de mars 2020 et le mois d'avril et le mois de mai. Non, il y avait quoi? Oh, dis donc, c'est pas les grèves de Juppé qui vont, qui vont au niveau mondial. La guerre en Irak, 90? C'est 91, parce que l'effondrement du bloc soviétique. Et l'autre date plus récente, enfin moins récente que 2020, mais un peu plus récente que 91, c'était 2000. Voilà, la crise des subprimes. Voilà, donc est-ce que l'homme peut limiter ses émissions de CO2? C'est soit l'effondrement d'un système politique d'envergure, soit c'est une crise mondiale économique, soit c'est un virus qui est faiblement mortel, mais que l'on craint et qui nous empêche de vivre. Voilà. Donc, je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça. Donc voilà, ça répondait à la question suivante, en quoi le coronavirus a-t-il eu du bon? Visiblement un petit peu, à part le fait de vous avoir laissé le temps d'écrire le livre « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Donc... Alors, je l'ai pas. C'est marrant parce que ce livre, il a mis 10 ans à sortir. Au départ, je voulais l'appeler « Comment rester écolo sans devenir dépressif ». Mais la promesse, c'était absolument impossible à tenir. C'était trop tard. J'étais déjà dépressive, éco-dépressive. Et en réalité, je l'ai peut-être écrit en 2-3 mois, mais en réalité, il a mis 10 ans à maturer. Parce que surtout, je voulais pouvoir tenir la promesse de ne pas finir totalement dep. Donc, il fallait que j'en sorte de cette éco-dépression et que je trouve les moyens à peu près, on va dire, sensible et comment dire et compréhensible et que ce soit pas du greenwashing aussi de dire attendez voilà et il y a tout ce qui est là-dedans, je l'ai expérimenté. Parce que c'est un mode d'emploi antidépressif, faut le savoir, ou au contraire pour être dépressif, Alors, suivant la partie du bouquin d'ailleurs que l'on lit. Il n'y a pas que mon existence à moi là-dedans. Je tricote toujours, quand j'écris, je tricote toujours des témoignages de personnalités. Donc là, c'était marrant d'aller voir les Nicolas Hulot, les Isabelle Autissier. Ils sont jamais éco-dépressifs, peut-être. Franchement, je me posais cette question, mais comment vous tenez? Enfin, pendant longtemps, je me disais, mais vous, ça va comment, quoi? Parce que moi, c'est pas... Enfin, comment vous tenez, quoi? Et donc, voilà, Cyril Dion répond. Enfin, il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a des personnes qui sont pas connues. Et puis, il y a une enquête aussi. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que nous, on est en train de voir débarquer en France parce qu'il y a eu, merci les catastrophes, elles sont très pédagogues en matière d'éco-anxiété. Mais aussi, on a eu, aux États-Unis, avec les Sandy, les Katrina 2003 déjà, 2005, je ne sais plus. Tout ça, voilà, ils ont commencé à travailler les émotions, parce que c'est qu'une histoire d'émotions, en fait. Quand on parle de dépression, c'est juste une histoire d'une émotion. D'ailleurs, ça fait partie, vous avez rencontré un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit des personnalités politiques, en exercice ou non, des scientifiques. À part leur déprime écolo-communicative, comment appréhendent-ils le futur? Ils ont une obligation tous, un devoir tous d'optimisme vis-à-vis des gens. Quand ils ont une prise de parole publique, ils viendront jamais vous dire que le futur, c'est le foutur. Et parce qu'il faut continuer à mobiliser les personnes, et on mobilise rarement les personnes en leur disant tiens, c'est foutu. Et soyez dépressif en plus. Et ben en fait, politiquement, moi j'aime bien par exemple quelqu'un comme Delphine Batho, et je me prononce pas parce que son programme de la décroissance pour ou contre, c'est pas ça. Mais en fait, quelque part, il y a l'idée de la fête est finie. Il y a une question du renoncement. Et je n'entends aucun homme politique ou aucune femme politique nous proposer quelque chose autour de la question du renoncement. Et pourtant, c'est probablement là qu'est la clé. Si on veut réduire nos empreintes
et faire comme dit Valérie Masson-Delmotte, qui est vice-présidente du GIEC, chaque demi-degré compte. Donc même si ça va aller mal, mais je préfère que ça aille mal à plus 2,7 qu'à plus 7, quoi. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la vie sur Terre ne pourra pas continuer, ou alors ça pourra continuer, ça va être compliqué. Des épisodes de 50 degrés, on les aura plus régulièrement, mais on pourra passer à travers les gouttes à peu près. Voilà, et je pense qu'il y a un vrai devoir hypocrite de mobiliser les gens autour de quelque chose d'enthousiasmant, quoi. Changer de récit, toute cette novlangue autour de la transition, de la résilience. Il y a une novlangue autour de ça qui, pour moi, confine un peu au mensonge parfois. D'ailleurs, vous dites manger 100% bio, boire naturel et local, faire caca sec et recyclable. Vous vous habillez en fibres naturelles, vous vous déplacez de façon épique et incontrôlée. On l'a vu de manière ces derniers jours, dont le carburant est le passage d'une envie à l'autre, mais sans rejet de carbone. La solitude écolo est-elle auto-rassurante ou... Non, parce qu'en fait, vous savez très bien que le seul geste écolo véritablement efficace, c'est le suicide. Et je fais des blagues, elles sont de mauvais goût, je sais, mais c'est mon anxiolytique à moi. Alors qu'en fait, il n'y a plus de zone de rassurance quand on est écolo. Le programme présidentiel qui va suivre va être assez rigolo. En fait, on est pétri de contradictions. Nous vivons dans un 21e siècle, dans un pays occidental plutôt riche. On est sujet à plein d'injonctions à consommer, notamment via la pub. Première mesure que je prendrais, c'est l'interdiction de la pub. On essaye pendant 1 an d'interdire la pub. On essaye de voir ce que ça donne, franchement. Je pense que ça peut avoir un effet radical. Mais après, on a besoin de voitures pour se déplacer. Quand je suis arrivée à la campagne, je me suis dit, tiens, je vais continuer. Là. Putain, je ne suis pas sortie du 18e arrondissement pendant 25 ans à Paris. Évidemment, c'est facile d'avoir un vélo là-bas et de faire... d'insulter les conducteurs de 4x4 tout en les regardisant. Quand vous arrivez à la campagne, ici on a tous une voiture, faut mettre du pétrole dedans. Il n'y a pas de zone de rassurance, même si vous arrêtez la viande. Puis après, quand vous avez tout bien fait, votre bilan carbone est à 2 tonnes de CO2 par an et par personne, ce qui devrait être ce qu'on devrait tous faire si on voulait tenir les objectifs signés aux accords de Paris, de plus 1,5 degré. Diviser par 6 nos émissions de CO2 les uns et les autres, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, suffit-il du réveil au coucher de cocher toutes les cases du quiz écolo pour rassurer les scientifiques du GIEC. Il semble que ce n'est pas tout à fait faisable. Mais donc, sauver, qu'est-ce qui reste pour pouvoir sauver ce qui est encore possible ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, mais c'est bizarre. Alors, moi, en tout cas, qu'est-ce qui serait possible à sauver ? Déjà, notre appétit de vivre, notre enthousiasme à être au monde, ça, c'est plutôt l'objet du livre, si tu veux. Oui. Après, l'idée, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme il faut diviser par 6 nos émissions de CO2 d'ici à 2050, diviser par 2 tonnes de CO2, 2 ou 3 tonnes de CO2, ça va très, très vite. Parce que nous, par exemple, ça représente 2 allers-retours à New York. Et là, ton année est terminée. Bon, ça va bien, on ne va pas à New York. Voilà, ça représente... y a une étude qui vient de sortir là-dessus où justement ils essaient de faire les analogies avec les tonnes de CO2, les 3 tonnes qui seraient autorisées aux uns et aux autres. On divise par 6 nos émissions de CO2. Donc je ne sais pas, diviser par 6 ce que vous mangez, ce que vous roulez, ce que vous chauffez, ce que vous achetez, dans tous les domaines. Et voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse et qu'on s'amuse à faire surtout. Et voilà, Nadia m'a fait un peu le tour de la ville et m'a raconté un peu tous les collectifs. J'arrive dans un territoire où il y a énormément de choses qui se font. Vous n'êtes absolument pas vierge d'initiative. Il y a de la résistance en tout point. Dans des endroits, là où je suis, c'est vraiment moins facile. En tout cas, la première chose que je dis, pour sortir de l'écodep, il faut aller parler de son écodep à un autre écodep. Parce que c'est comme ça que, d'abord, on parle des émotions. Le livre, il tourne aussi vachement de la question du deuil, du cycle du deuil. Je ne sais pas si tu as des questions autour de ça après. Vas-y. Mais en gros, je me suis appuyée sur les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, cette personne qui a travaillé, cette psychologue américaine, suisse et américaine, qui a travaillé auprès des personnes qui sont en soins palliatifs, donc vraiment en fin de vie. Et elle leur demande par quelles émotions elles passent, sachant qu'elles sont dans le couloir de la mort, dans leurs derniers instants, leurs derniers mois de vie. Donc, il y a toujours une sidération quand la nouvelle est arrivée, mais
En fait, c'est ce qu'elle a développé comme étant le cycle du deuil. Donc, la sidération, j'apprends la nouvelle. Le déni, non, c'est pas vrai. Non, je vais pas mourir. Le marchandage, la colère. Mais attends, pourquoi je vais mourir d'un cancer des poumons alors que je n'ai jamais fumé? Cette injustice, cette impuissance, toutes ces émotions basses, colère, impuissance, peur et grande, immense tristesse et douleur. Le cerveau marchande, c'est pas possible, il y a une forme de schizophrénie, on appelle ça la dissonance cognitive. Et après, on tombe en dépression parce que notre cerveau, il est fait pour... il peut pas tenir très longtemps en dissonance cognitive. Donc, il y a une dépression. Et là, on arrive dans la zone de l'acceptation. Cette acceptation fondamentale pour qu'on puisse faire un deuil. Le deuil d'un proche, le deuil d'un travail, le deuil d'une histoire amoureuse, le deuil de ce que vous voulez, mais on en fait plein des mini-deuils dans nos vies. Et après cette acceptation, il y a la résilience. Alors, j'aime pas le terme résilience parce que ça voudrait dire qu'on reviendrait à l'état initial. On est toujours, en fait, un peu transformé, différent. Et après, on va se mettre à agir, on va se mettre à se rassembler avec d'autres qui nous ressemblent. On va, voilà. Et alors, attendez, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas un cycle du deuil. C'est une sinusoïde, en réalité. Parce que moi, un rapport du GIEC au mois de 9 août, d'abord tous les 9 août, je suis par terre parce que je fête Nagasaki. Je commémore Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, il y a plein de nouvelles, je sais pas, dernier rhinocéros, dernier machin. Si ça vous touche, si vous êtes solastalgique et anxieux, vous rentrez en permanence dans une espèce de sinusoïde, mais qui est amusante finalement, parce que ça nous demande vraiment à travailler avec nos émotions, les accepter, les accueillir, et les joyeuses comme les plus tristes. Voilà. Et justement, est-ce que sécher les cours pour lutter contre le dérèglement climatique, le vendredi soir, jour du poisson, enfin le vendredi, est plus efficace que le mardi, jour du ravioli? Parlez-nous des solutions qui permettent non pas de modifier le monde, mais de sortir de cette dépression écolo, ou de cette écolo-dep. Là, tu viens de faire référence à Greta Thunberg, qui, pour aborder aussi... qui, je pense, est une personnalité très importante dans l'époque actuelle, notamment pour les jeunes et les moins jeunes, mais pour les jeunes qui ont quelqu'un de leur âge à qui se raccrocher. Voilà, pour agir et rentrer là-dedans, être accompagnée là-dedans. Elle est encore très en colère. Elle est encore on l'a vu d'ailleurs. Très en colère. Aujourd'hui ou hier où elle est intervenue en Allemagne. Ah ouais, elle a une espèce de hargne très très forte. Et l'inaction des gouvernants et des États, c'est vraiment ça sa cible. Alors, donc la question c'était comment en sortir. Vous le savez aussi bien que moi, c'est l'action, en fait. Il n'y a que ça. La première solution, c'était déjà le suicide, ça on l'a entendu, ouais. Mais la seconde... mais la première chose, c'est d'aller en parler, d'aller s'ouvrir. Si vraiment on vit un problème, on ne dort pas de la nuit. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des éco-anxieux déjà. Ouais. Bon, en tout cas, il peut y avoir des symptômes très forts, hein, de ne pas dormir, de pleurer devant un beau paysage. Comment tu vas, toi? Paf, tu fonds en larmes. Non, mais t'as vu le rapport du GIEC? Enfin, les lectures changent complètement. Et dès qu'on déroule la pelote de laine, si c'est pas l'océan, c'est les déchets. Si c'est pas les déchets, c'est l'énergie. Si c'est pas l'énergie, c'est l'alimentation. Si c'est pas l'alimentation, etc., c'est l'infertilité des sols. Enfin, le truc est sans fin. Donc, on se retrouve totalement écrasé et tout. En parler est déjà un premier truc. Moi, je ne veux pas faire ma Tati Daniel de l'écologie, mais quand même, hein, nous, à l'époque, en 2000, 2003, 2007, 2010, on n'avait nulle part où en parler, ni à qui en parler vraiment. Si, avec des ONG et tout ça, on se beurrait la fille. On allait boire un verre d'eau fraîche naturelle. D'eau fraîche naturelle, et on repartait le lendemain, en se disant qu'on avait un peu oublié le temps d'une nuit. Mais on n'avait pas d'espace de parole. Et maintenant, il y a beaucoup d'espaces de parole. Il y a des cafés collapses, il y a énormément de choses à monter. Et puis, en fait, je donne souvent des conférences où justement, on parle des moments de sidération, qui a eu tel moment de sidération, qui a eu tel moment de dépression, etc. Ça fait comme une espèce de psychanalyse collective instantanée où on déverse ça et on vient mettre sur la table toutes nos émotions, notre peine, notre colère, et ça marche. Donc ça, déjà, c'est une chose. Il y a plein de choses aussi pour retrouver un peu une paix intérieure. Alors, moi, je n'étais pas fan. Enfin, je me pensais vraiment pas capable d'être méditante, mais la méditation aide infiniment à retrouver une sorte de silence intérieur qui nous met en prise avec l'instant présent, parce qu'il n'y a que maintenant qui compte. C'est pas demain
quand je reprendrai le train. C'est c'est pas ceci, cela. C'est vraiment... Et donc ça, c'est un exercice qui est très difficile à faire pour nous, parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est déconnecté de nous que voilà. Il faut réapprendre beaucoup de choses. Il y a le travail qui relie aussi. Le travail qui relie, c'est un stage de 5 jours où, pareil, on va aller visiter. C'est Joanna Macy qui a inventé ça. Donc, elle est la psychologue américaine, bouddhiste par ailleurs. Donc, c'est empreint de bouddhisme et de choses très, très douces où vous vous ancrez dans la gratitude le premier jour. Le deuxième jour, vous honorez votre peine pour le monde. C'est un moment très cathartique. Limite, vous filmez ça un peu de l'extérieur. Vous êtes absolument horrifié, mais les gens viennent poser, pareil, douleur, colère, peur, immense peur et impuissance au centre d'un mandala comme ça. Le troisième jour, vous changez de regard sur le monde à partir d'exercices, de paroles, d'échanges en binôme. Puis vous êtes dans la nature en général, vous faites une marche du temps profond. Et puis le quatrième jour, vous allez de l'avant et vous parlez du projet qui vous ferait vous sentir à votre place. Parce qu'en réalité, il reste que 2 questions à se poser. C'est qui je veux être et qu'est-ce que je peux faire une fois que je sais. Et qui je veux être et qu'est-ce que je peux faire, voilà, on a 1001 projets. Pourquoi attendre la retraite pour les mettre en place? Est-ce que mon travail a du sens? Si ma boîte, l'immeuble dans lequel il y a les bureaux de ma boîte s'effondrait demain, est-ce que ça manquerait au monde? C'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Des fois, les réponses sont absolument atterrantes. Mais on a tous une quête de sens très, très forte, notamment depuis l'année dernière. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'explosion de la quête de sens. Exactement. Et dans un des exemples que vous donnez dans le livre, en page 106, si je me souviens bien, comment surmonter la dégradation écologique qui semble être assez avancée? Et vous citez l'exemple de Gaïa Gaïa. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors. Heureusement que j'ai noté là. Gaïa Gaïa. Ah ouais, elle était super. Parce qu'il y a des exemples de gens pas forcément... Alors, lorsque j'ai lancé l'appel à témoignages sur la page Facebook de Bridget Kyoto, c'est-à-dire est-ce que vous êtes éco-anxieux, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient témoigner de ça, Gaïa Gaïa m'a fait cette réponse délicieuse. Disons que j'étais éco-anxieuse et puis j'ai eu un cancer. Je suis devenue totalement éco-zen. Ouais, quand on vit 2 effondrements pour le prix d'un, il est certain que le plus prioritaire concerne sa propre vie. Merci. Voilà. On n'a qu'à tous se choper un cancer, c'est ça ta solution? Est-ce que c'est pire ou moins bien que le suicide? On peut avoir les 2. Allez. Le cancer, l'effondrement et le suicide. Non, mais l'humour est noir est un parfait anxiolytique, en tout cas pour moi. Est-ce que l'écologie ne souffre-t-elle pas de son image de bobo bouffeur de quinoa à vélo assistance électrique, qui lui-même a supplanté l'image du baba patchouli à combi Volkswagen, alors que la question du changement climatique pose une question universelle? Je déteste cette question parce qu'effectivement, c'est la question qu'on se pose tous. C'est est-ce que l'écologie peut être un projet qui englobe toutes les couches de la société, y compris celles qui sont les plus éloignées des préoccupations de fin du monde et plutôt de fin du mois? Merci d'avoir posé la question, Stéphane. Je passe à la suivante. Ouais, la réponse. Non, mais la réponse quand même, elle est très complexe et je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis moi-même éloignée de plein... En fait, quand je suis arrivée à Joigny, je vais à Joigny dans l'Yonne, j'ai découvert ce que c'était que les sans-dents. Vous savez, rappelez l'expression de François Hollande. Moi, je vivais à Paris. Libé était dans le 3e arrondissement. J'étais à Châteaurouge, dans le 18e. Voilà, je crois que mon territoire d'existence pendant 25 ans, c'était ça. Et Paris, vous le savez, est un peu vidé quand même des populations pauvres et défavorisées. Quand je suis arrivée, vous allez dire, mais elle est complètement con, elle a découvert les pauvres, entre guillemets. Mais c'est horrible, je passe vraiment pour une débile. Non, en réalité, ce que je sais, c'est que je suis très, très éloignée de ces populations-là et que je ne suis pas sûre d'être capable de vouloir aller les chercher et les initier parce que ça me fait très très mal, moi en fait, de voir des personnes aussi éloignées de ça.
non pas parce qu'elles ne le voudraient pas, mais parce que elles en ont, peut-être l'info n'est pas arrivée, et si elle arrivait, c'est tellement conceptuel d'une certaine façon. Donc, là, en ce moment, on essaye d'ouvrir un tiers-lieu à Joigny, et le tiers-lieu est dans un quartier prioritaire de la ville, et il y a le quartier de la Madeleine, et les élites les édiles locaux nous enjoignent à aller chercher les populations de la Madeleine pour faire des ateliers sur les déchets, des jardins partagés, des machins, des trucs. Et je me rends compte que c'est quelque chose où je ne me sens pas à ma place. C'est terrible à dire, mais j'ose le dire, c'est pas quelque chose où je me sens à ma place. Et je ne saurais pas l'expliquer totalement comment. Je pense que c'est parce que ça me met face à mon échec principal. C'est pendant 25 ans d'avoir alerté, écrit, fait des films, des émissions de radio, de machin, de bidule, et de me rendre compte qu'on est toujours là avec 5 points aux élections présidentielles quand il y a des Verts qui se présentent. Enfin, pour moi, c'est très douloureux, en fait. C'est un véritable échec. Alors maintenant, vous êtes complètement déprimé. Je ne sais pas si je veux me cogner ça tous les jours. Voilà. Vous nous avez presque convaincu qu'il vaut mieux être un pollueur inconscient qu'un écologiste pratiquant. Reprenons. Brigitte Kyoto, bonjour. Bonjour. Vous dites que l'humour est la politesse du désespoir, en citant le cinéaste et écrivain Chris Marker. Marker, pardon. La jetée. Oui, c'est Christian Bouche-Villeneuve, pardon. Vous avez créé le personnage de Brigitte Kyoto avec Éric Laplanche. Ouais. Est-ce que la fin du monde prête à rire alors qu'on paye pour le détruire ? C'est même, je trouve, la blague la plus cocasse de l'univers. Alors, vous savez ce que font deux extraterrestres quand ils arrivent dans les vestiges de la civilisation humaine ? Il y en a un qui s'assoit, il se prend les mains dans la tête, comme ça, il fait « Mais putain, mais quand ils ont su que tout allait s'effondrer, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» L'autre répond « Des conférences et des livres. » Voilà, donc oui, c'est cocasse. Et alors, Brigitte Kyoto, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait, son nom vient... d'abord, c'est la veuve du protocole de Kyoto. Ensuite, elle est un peu calquée sur le modèle de Bridget Jones. J'avais 30 ans à l'époque quand je l'ai créée. Donc, Bridget Jones, souvenez-vous, cette nana qui hésite entre deux mecs, qui boit beaucoup. Alors, Bridget Kyoto boit beaucoup de vin nature. Elle fait très attention à ses kilos, mais de CO2. Et elle ne cherche pas l'amour sous la forme d'un mâle alpha, mais plutôt l'amour universel, quoi. L'amour du vivant, hein, si on aimait plus le vivant, de manière générale, on serait peut-être plus respectueux. Et on a lancé les minutes nécessaires de Brigitte Kyoto. Donc, évidemment, on s'inspire de Pierre Desproges, qui est, en termes d'humour, un peu, moi, mon héros total. Donc, vous voyez pourquoi j'aime l'humour noir et grinçant. Et voilà, et on a 80 minutes à peu près. Enfin, on a fait 80 fois une minute nécessaire qu'on peut trouver sur YouTube. C'est complètement disponible. Et voilà, c'est un peu trash. En fait, faudrait-il une bonne fin du monde pour repartir du bon pied ? Oui. Très clairement. Non, il n'y a pas de fin du monde. En fait, quand vous faites la marche du temps profond, vous savez très bien que la Terre, elle a encore 4,6 milliards d'années, on est pile au milieu. Vous savez que quand vous faites 160 mètres dans cette marche du temps profond, vous venez de traverser 160 millions d'années. Ces 160 millions d'années, c'est le temps d'existence des dinosaures sur la Terre. Donc on n'est pas foutu probablement d'aller. Je ne pense pas qu'on va durer 160 millions d'années. Hein. Enfin, moi non. Nous non, mais on ne sait pas du tout si la civilisation humaine va pouvoir se maintenir encore très très longtemps. Mais voilà, mais c'est l'histoire de la Terre et de la vie sur Terre. Quand vous faites la marche, vous vous rendez compte que la forme de vie qui aboutit dans nos corps est absolument extraordinaire. C'est limite magique. Mais il y a d'autres formes de vie qui sont tout à fait respectables et qu'on ne connaît pas encore. Conseiller de mettre le plastique ici plutôt que là, pisser dans la douche plutôt que dans un violon. Les gestes écolos ne sont-ils là que pour satisfaire notre striatum, bref, conserver notre dose de dopamine et maintenir notre bonne conscience? N'est-ce pas ça, finalement, le degré zéro de l'écologie? La bonne conscience Vous savez tous ce que c'est que le striatum?
C'est un mot que j'ai appris là-dedans, je suis super content. J'essaie de le placer partout maintenant. Alors le striatum est un petit organe logé dans le cerveau et qui nous a permis de traverser des millions d'années d'évolution justement. Vous savez que notre cerveau en l'état actuel a à peu près 2 millions d'années, voilà, parce que c'est une machine très ancienne qui fonctionne plutôt bien puisqu'on est là. Et le striatum, lui, il permet de répondre à 5 besoins évolutifs. D'abord se nourrir. C'est-à-dire qu'il envoie de la dopamine, donc l'hormone de la récompense, dès lors qu'on répond au besoin de se nourrir, de se reproduire, de bien connaître son environnement, d'avoir un statut social, donc en fait d'exercer une forme de pouvoir, et le 5e, je ne sais plus ce que c'est. Mais en fait, c'est aussi le striatum qui envoie de la dopamine quand vous recevez un like sur Facebook. La récompense, quoi. On fonctionne vraiment à la récompense. Ouais, c'est pas terrible. Donc, voilà. Et le problème, c'est que tout ce que je vous ai cité, donc avoir un statut social, exercer un pouvoir, bien avoir toutes les informations possibles sur son environnement, se nourrir et se reproduire, ça fait pas de nous des êtres ultra glorieux versés dans la philosophie en permanence et l'équanimité et la réflexion longue et la responsabilité à long terme. Donc voilà, le striatum n'est pas l'ami. Ça, c'est pas moi qui l'ai développé, hein, c'est Sébastien Boller dans Le Bug humain, un livre passionnant parce que lui, il est neurologue, et directeur de je sais plus quelle revue qui parle de neurosciences. Et ce bouquin a cartonné auprès des écolos. On a enfin compris pourquoi la plupart des gens n'étaient pas écolos. C'est parce que être écolo, c'est pas le système de la récompense. C'est plutôt le système du renoncement et c'est toujours le système de la privation d'une certaine façon. Faire moins, plus de liens certes, mais moins de biens. Voilà. Donc ça marche pas vraiment comme ça. Et à moins d'avoir tous le striatum de Mère Teresa, voilà. Mais ça se travaille, il paraît que ça se travaille, parce que dans son bouquin, il explique pourquoi justement on n'arrive pas à agir. C'est parce qu'il y a ce truc-là qu'on ne peut pas maîtriser. Vous savez en plus qu'on est bourré de biais cognitifs, donc est-ce que nous prenons des décisions en plein libre arbitre? La réponse est non. Notre cerveau a bien décidé quelques nanosecondes avant nous, en fait, comment on va faire. Donc c'est assez terrifiant. Et je sais pas, c'est un bouquin de 350 pages, et il a que 47 pages, quoi, sur comment on peut faire autrement, comment on peut rééduquer notre striatum, quoi. Et voilà, et donc, il y a tout un monde à réinventer autour de ça, c'est-à-dire la récompense. Voilà, et moi c'est vrai que je sais pas, un écolo qui trie bien, ça fait super du bien. Aller en nature, en pleine nature, ça fait super du bien. Je sais pas vous, mais moi le temps long que j'ai retrouvé dans le mars, avril, mai 2020, j'ai été galvanisée, travailler pour aller moins vite, ralentir tout simplement, ça fait du bien. Et est-ce que le ralentissement a quelque chose à voir avec le moins de pression écolo? J'en suis absolument persuadée. Donc on peut se rééduquer, mais waouh, je sais pas si on a le temps. Parlons d'actualité. Est-ce que la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui cherche à alerter le monde en général, et les Allemands en ce jour, en particulier avec le discours, je ne sais plus si c'était aujourd'hui, hier, réjouit votre déprime? Ouais. En tout cas, je trouve que c'est chouette d'avoir une génération qui se lève enfin avec force. Ces mots sont à chaque fois très pertinents. J'ai juste peur des fois de son émotion, des émotions très très basses qu'elle a pour elle, quoi. Enfin, je ne sais pas comment. Voilà, ce serait dommage d'être détruit psychiquement à cause de ce truc. Et pourtant, ça détruit psychiquement. Je veux dire, moi, d'accord, je finirai pas dépressive, mais en même temps, est-ce que je suis pas à vie, quoi. Donc, j'en sais rien, parce que c'est très dur. Une fois qu'on a l'effondrement en toile de fond dans sa tête, c'est dur de vivre, d'arriver à s'extraire de ça. Du coup, c'est une gymnastique quotidienne que de se marrer, que d'aller vers la joie, vers ce qui nous fait du bien. Et qu'est-ce qui fait du bien à part l'amour, la nature, le vin nature? Je ne sais pas. Laure Nouala, merci pour vos réponses et merci au public d'avoir participé aussi. Déprimer dans la bonne humeur, jouir du ton décalé de Laure Nouala et rire de l'absurdité de nos comportements dans l'espoir que la fin de l'humanité ne soit pas réservée qu'aux riches. Je vous invite à lire le livre de Laure, le papier étant le meilleur support pour lutter contre les GAFAM. Je vous invite donc à lire le livre et à le partager. Comment rester écolo sans finir dépressif? Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique et son enthousiasme. À la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie Un Point Intérêt. Merci
et à bientôt.